Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 28e semaine de 2025, l'avis de l'Union revient sur les guerres commerciales avec la Chine et les États-Unis, sur la motion de censure à l'encontre d'Ursula von der Leyen et sur l'entrée de la Bulgarie dans la zone euro. Dans le club des 27, le Premier ministre espagnol est en difficulté et la Grèce suspend les demandes d'asile. Et chez nos chers voisins, l'Ukraine recevra à nouveau les armes promises par les États-Unis et ont reçu 10 milliards d'euros de promesses d'aide, et le Royaume-Uni renforce sa coopération avec la France sur l'immigration et la défense. Passons sans plus attendre à l'avis de l'Union. International, la Chine impose ses sanctions commerciales à l'UE et l'UE proche d'un accord avec les États-Unis. Cet automne, l'Union européenne avait lancé son offensive à l'égard de différentes industries chinoises. Elle accuse notamment la Chine de subventionner massivement certaines industries comme les voitures électriques, l'industrie ferroviaire, les panneaux solaires et l'éolien, des produits dont le coût est réduit pour les entreprises productrices et qui viennent vendre leurs produits sur le marché européen. La Commission européenne, en concertation avec le Conseil européen, a décidé de surtaxer ces produits pour concurrence déloyale. La Chine tente d'inonder le marché européen avec des produits ultra compétitifs niveau prix. Depuis, la Chine avait lancé des enquêtes administratives en représailles contre les spiritueux, le porc et les produits laitiers européens. Sur les spiritueux, la Chine a rendu sa décision le 4 juillet. Elle considère que les spiritueux européens font de la concurrence déloyale aux spiritueux chinois et seront donc surtaxés, une surtaxe qui pourra atteindre 34,9% pendant 5 ans. Une petite exception s'est glissée dans les produits visés, le cognac français. Un accord a été trouvé avec les autorités chinoises pour vendre à un prix minimum garanti sur le marché chinois, notamment pour les grandes marques Pernod Ricard, Rémy Cointreau et Hennessy. La Chine ne laisse même pas le temps de se retourner, puisqu'à peine l'annonce faite, les droits de douane s'appliquent tout de suite, dès le 5 juillet, le lendemain de la déclaration du gouvernement chinois. La Commission européenne regrette la décision de la Chine. Pour les spiritueux européens, le gouvernement chinois avait demandé un dépôt de garantie en octobre 2024. Il sera intégralement remboursé aux entreprises européennes. Le lobby européen des spiritueux, Spirit Europe, se dit déçu de ces taxes et demande au gouvernement chinois d'appliquer le cadre tarifaire sur le cognac à tous les spiritueux européens. Côté matériel médical, la Chine annonce dimanche 6 juillet que les entreprises européennes seront exclues des marchés publics chinois. La seule exception sera pour les entreprises européennes déjà sur le territoire chinois ou celles qui sont les seules à pouvoir répondre à un marché public particulier. Sinon, toute entreprise européenne dont le budget d'achat dépasse 5,3 millions d'euros seront exclues. Même les entreprises non européennes pourraient être sanctionnées puisque la Chine leur interdira l'accès au marché public, aussi si la part de leurs produits importés européens dépasse 50% du montant total du contrat. Des mesures qui sont appliquées le jour même de la déclaration. Les sanctions ne s'appliquent pas de manière rétroactive et ne touchent donc pas les contrats déjà conclus. Cette fois-ci, c'est une réponse à la décision de la Commission européenne d'exclure les entreprises chinoises des commandes publiques de matériel médicaux supérieurs à 5 millions d'euros. La Commission avait mis cette mesure en place pour pointer du doigt le manque d'ouverture des marchés publics chinois aux entreprises européennes. Pour rappel, 95% des marchés publics européens sont ouverts à tous, alors que les marchés publics chinois sont très difficiles d'accès. Et concernant les négociations avec les États-Unis, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a annoncé avoir repoussé la deadline du 9 juillet au 1er août.
Ursula von der Leyen, qui n'est pas en odeur de sainteté à la Maison-Blanche, a tout de même pu avoir Donald Trump au téléphone dimanche 6 juillet. Les signes qu'un accord se rapproche se multiplient. Ursula von der Leyen a multiplié les contacts avec la France et l'Allemagne. Les 27 semblent de plus en plus convaincus qu'un deal à l'anglaise serait la moins mauvaise solution, c'est-à-dire une surtaxe universelle de 10%, sans surtaxe sectorielle. La France se dit quand même peu convaincue par un accord, sans mesure de rétorsion contre les États-Unis, qui serait une preuve de naïveté ou de faiblesse. Le 4 juillet, le directeur de cabinet de la présidente de la Commission européenne, Björn Seibert, a testé la position de négociation face aux ambassadeurs des 27. Seuls 4 ambassadeurs se sont prononcés contre. La France, le Luxembourg, le Portugal et la Suède. Seibert expliquait que les États-Unis étaient prêts à suspendre les droits sectoriels sur l'aéronautique, les vins et les spiritueux pour tenter de convaincre les derniers réticents. Finalement, Donald Trump annonce samedi 12 juillet sur son réseau social Truth Social que l'Union européenne sera taxée à hauteur de 30% pour déséquilibre commercial à partir du 1er août. Encore un coup de pression de Donald Trump pour forcer la main aux Européens et les obliger à faire des concessions? Suite au prochain épisode. Parlement européen. Une motion de censure contre von der Leyen qui se retourne contre la stratégie du PPE. Que la présidente de la Commission européenne se fasse attaquer n'est pas nouveau, mais cette semaine de plénière, même si l'attaque l'a ciblée elle, c'est plutôt son parti qui a dû se battre contre ses adversaires politiques. La motion de censure a été déposée par Gheorghe Piperea, membre de l'Alliance pour l'Union des Roumains, parti d'extrême droite, membre des conservateurs et réformistes européens. Il reproche à la présidente de la Commission le manque de transparence sur le Pfizergate, mais aussi le contournement du Parlement européen sur SAFE et ce qu'il appelle l'ingérence européenne dans les élections roumaines. Une motion de censure soutenue par 77 eurodéputés, mais il faut les 2/3 de l'hémicycle, ce qui rend improbable son adoption. Les premiers débats ont eu lieu lundi 7 juillet. Et ce n'est pas Ursula von der Leyen qui était au cœur des débats, mais le leader du PPE, le bavarois Manfred Weber. Ses alliés du bloc central, les Verts, les sociaux-démocrates et les libéraux, n'ont cessé de rappeler les alliances de circonstances de la droite chrétienne-démocrate avec l'extrême droite, et notamment sur les textes qui viennent détricoter le pacte vert. Manfred Weber l'avait annoncé dès la campagne des européennes, le pacte vert était sa cible prioritaire. Il n'a cessé de fragiliser Ursula von der Leyen pour asseoir sa puissance politique. Le PPE reste le premier parti politique et profite de l'affaiblissement du bloc central au profit du renforcement de l'extrême droite. Le PPE, dans ce nouvel hémicycle, peut alterner ses alliances, soit vers le centre, soit vers l'extrême droite. Une stratégie qui fragilise son propre camp, puisqu'il travaille avec des rivaux de certains de ses partis membres. La coalition civique en Pologne, qui lutte contre le PIS, et Tisza en Hongrie, qui lutte contre le Fidesz de Viktor Orban, ont déjà exprimé leurs inquiétudes quant à cette stratégie qui les affaiblit au niveau national. Nous avons appris aussi cette semaine que le PPE s'était abstenu de renchérir pour décrocher le rapport sur les pays d'origine sûre qui revient aux conservateurs et réformistes européens, un dossier qui tient particulièrement à cœur à Giorgia Meloni et à son parti Fratelli d'Italia. Et le PPE s'est aussi abstenu de renchérir sur le rapport sur les objectifs environnementaux de 2040. Le rapporteur est celui qui cadre les débats, celui qui a la maîtrise du temps et qui rendra le rapport au nom de la commission parlementaire. Deux signes que le PPE veut durcir le cadre législatif sur l'immigration et affaiblir les normes environnementales. Pourtant, Manfred Weber disait qu'il était inenvisageable de coopérer avec l'extrême droite en début de mandat.
Désormais, Manfred Weber parle de plateforme commune, mais pas de coalition, avec les Verts, les sociodémocrates et les libéraux. Que ce soit Bas Eickhout pour les Verts, Irache García Pérez pour SND ou Valérie Ayé pour Renew, tous les trois se sont montrés remontés contre le leader de la droite, ce qui promet des prochains débats houleux où les trois partis feront monter les enchères pour que le PPE puisse faire passer des textes. Le PPE ne pourra pas poursuivre sur une alternance des alliances. Le bloc central sera de plus en plus réticent à voter les textes sans avoir de garantie. L'abstention du PPE sur les pays d'origine sûre et sur les objectifs de 2040 sont ressentis comme une trahison. Mais le PPE n'a aucun intérêt à s'allier avec l'extrême droite en dehors des sujets environnementaux et sur l'immigration. Jeudi, c'était le deuxième débat sur la motion de censure. Ursula von der Leyen parle d'une embuscade pro-Poutine. Les Verts parlent de la stratégie de Weber comme d'une stratégie mortifère qui ne fera que renforcer l'extrême droite. Weber a indiqué qu'il n'avait aucune intention de faire marche arrière et continuera ses alliances à droite sur la compétitivité, l'environnement et la simplification bureaucratique. Sans surprise, la motion de censure a échoué, avec 360 voix contre, le bloc central ne voulant pas voter pour une mention venue de l'extrême droite. L'hémicycle était rempli à peine plus que la moitié. La conclusion de cette séquence est que le soutien à Ursula von der Leyen est timide, que le PPE sera désormais assailli par ses alliés historiques qui vont vouloir faire monter les enchères dès le débat sur le cadre financier pluriannuel 2028-2034 qui commence ce mois-ci et que les conservateurs et réformistes européens ont montré leur division au grand jour. Fratelli d'Italia n'a pas pris part au vote sur la motion de censure. La NVA belge a voté contre, alors que le PIS polonais ou les Roumains d'AUR ont joint leur voix à Patriots for Europe et l'Europe des nations souveraines, les deux autres groupes d'extrême droite. Les divisions entre les deux coprésidents du groupe, le polonais Patryk Jaki et l'italien Nicola Procaccini, ont éclaté au grand jour. Peut-être que cela augure d'une recomposition de la droite et de l'extrême droite au Parlement européen au profit du PPE et de Patriots for Europe. Eurogroupe, la Bulgarie adoptera l'euro le 1er janvier 2026. Ça y est, c'est fait. La Bulgarie pourra utiliser l'euro dès le 1er janvier 2026. Le mois dernier, la Commission européenne et la Banque centrale européenne avaient rendu un avis favorable sur l'entrée de la Bulgarie dans la zone euro, après avoir contenu l'inflation et montré de belles performances économiques. Il ne restait donc plus qu'à avoir l'approbation des ministres des Finances européens pour que la Bulgarie entre dans la monnaie unique européenne. Mardi 8 juillet, les ministres des Finances des autres États membres ont approuvé l'entrée de la Bulgarie dans l'euro. Une annonce dont s'est félicité le Premier ministre bulgare, Rosen Geliaskov. Une entrée dans la zone euro qui se fait dans un contexte tendu, alors que la Bulgarie a traversé plusieurs années de crise politique, une situation pour l'instant stabilisée au prix d'une alliance assez fragile. Aussi, les partis d'extrême droite bulgares ont fait une campagne bruyante contre l'euro, s'en prenant même à la représentation de la commission à Sofia par des jets de projectiles et une tentative d'y mettre le feu. Les partis pro-européens y voient une campagne de déstabilisation russe dont l'influence est encore très présente en Bulgarie. L'euro est un des instruments pour diluer l'influence russe. L'un des principaux arguments contre l'adoption de l'euro est que dans chaque pays qui est passé à l'euro a vécu une inflation lors du changement de devise. Le Premier ministre bulgare promet une adoption harmonieuse et efficace avec la mise en place d'outils de surveillance pour éviter qu'il y en ait certains qui profitent du basculement pour augmenter les prix. Passons désormais au club des 27. Espagne, le PSOE, miné par les scandales, plus que jamais fragilisé. L'étau se resserre autour de Pedro Sánchez. Le numéro 3 du Parti socialiste ouvrier espagnol,
Le secrétaire général Santos Cerdán a été incarcéré pour détournement de fonds publics. Ce n'est pas le premier à tomber dans le parti et les révélations se multiplient autour du Premier ministre. L'ancien ministre des Transports, José Luis Ábalos, est lui aussi poursuivi pour une affaire de marché public truqué lors du Covid. Autre révélation la semaine dernière, il aurait, avec son collaborateur le plus proche, fait appel au service de prostituées. Ábalos et Cerdán faisaient partie du noyau dur qui a permis à Pedro Sánchez de devenir Premier ministre en 2019 et de se maintenir au pouvoir en négociant avec les indépendantistes en 2023. L'épouse du Premier ministre, Begoña Gómez, est accusée de trafic d'influence avec son frère. Pour tenter de répondre aux accusations et aux critiques, il a organisé le comité fédéral du PSOE à Madrid le week-end des 6 et 7 juillet. Pour tenter de donner des gages à ses détracteurs en interne, il a composé une direction du parti 100% féminine, menée par la secrétaire d'État à l'industrie, Rebecca Toro. Juste avant elle, Francisco Salazar avait pris le relais de Cerdán, mais a été très vite rattrapé par des affaires de harcèlement sexuel alors qu'il travaillait dans l'équipe du Premier ministre. Du côté du Partido Popular, on jubile face à un parti socialiste assiégé, fragilisé, soutenu sur un fil par Sumar et par les indépendantistes qui réclament désormais des garanties que les scandales ne sont que des scandales internes au PSOE et pas du tout un système organisé par le Premier ministre. Le Partido Popular a tenu son congrès extraordinaire à Madrid les mêmes jours que le PSOE. L'objectif était de mettre le parti en ordre de bataille pour faire tomber le Premier ministre. Le président du parti, Alberto Núñez Feijóo, a été réélu à 99,24% des voix. Il a déclaré qu'il n'était pas question d'un cordon sanitaire et que si l'éventualité de gouverner avec Vox se présentait, il n'écarterait pas cette option. Ils gouvernent déjà ensemble dans plusieurs régions. Face aux accusations de corruption, Pedro Sánchez s'est excusé mercredi 9 juillet devant le Congrès des députés, affirmant qu'il n'était pas au courant et qu'il avait péché par excès de confiance envers ses collaborateurs et amis. Il a proposé 13 mesures contre la corruption inspirées des travaux de l'Organisation pour la coopération et le développement économique, l'OCDE, le groupe d'État contre la corruption du Conseil de l'Europe, le GRECO, et sur le rapport sur l'état de droit de la Commission européenne. Il propose la mise en place d'une agence indépendante d'intégrité publique, une meilleure protection des lanceurs d'alerte, l'utilisation de l'IA pour détecter les indices de fraude sur les plateformes d'attribution de marchés publics, un contrôle aléatoire du patrimoine des fonctionnaires, des contrôles plus stricts pour la gestion des financements européens, des règles plus strictes des financements politiques et un protocole de conformité obligatoire pour que les entreprises puissent passer des contrats avec l'État. Alberto Núñez Feijóo qualifie ces mesures comme étant du vent et accuse le PSOE d'être une organisation criminelle. Ce à quoi Pedro Sánchez a rétorqué sèchement que 200 membres du Partido Popular sont soupçonnés de faits de corruption. Désormais, il faudra voir comment réagiront les alliés de Sánchez et s'il parvient à maintenir leur confiance. Il a déclaré qu'il avait songé à démissionner avant de se convaincre que le capitaine ne quitte pas le navire en pleine tempête. Le Partido Popular ne dispose pas de suffisamment de sièges pour faire passer une motion de défiance constructive qui les oblige à proposer une majorité alternative et un Premier ministre. Mais si ce sont les alliés du PSOE qui lâchent le Premier ministre, il y a de fortes chances d'avoir des élections anticipées prochainement. Grèce. Le gouvernement suspend les demandes de droit d'asile pour 3 mois. Mercredi 9 juillet, le Premier ministre, Kyriakos Mitsotakis,
a annoncé vouloir suspendre les demandes d'asile pendant 3 mois pour tout migrant en provenance d'Afrique du Nord et notamment de Libye. Il promet l'arrestation, la détention en centre fermé et le retour au pays d'origine pour tout migrant venu illégalement de Libye. La Grèce veut décourager ceux qui veulent tenter leur chance. Entre lundi et mercredi, les services grecs dénombrent 1500 migrants arrivés sur les îles de Crète et de Gavdos. Mardi, une délégation européenne s'est rendue en Libye, composée du commissaire européen aux migrations, Magnus Brunner, du ministre de l'Intérieur italien, Matteo Piantedosi, du ministre de l'Intérieur grec, Tanos Pleveris, et du ministre de l'Intérieur maltais, Byron Camilleri, pour trouver un accord avec les deux gouvernements libyens pour inciter la Libye à les empêcher de partir. La délégation européenne a bien été reçue par le gouvernement de Tripoli, reconnu par l'ONU. Et alors que la délégation avait prévu de se rendre à Benghazi pour discuter avec le maréchal Haftar, ils ont été priés de faire demi-tour. Les services du maréchal Haftar ont prétexté une violation de la souveraineté nationale, un contournement des protocoles diplomatiques et accusent la délégation de ne pas avoir respecté la procédure d'entrée pour les fonctionnaires étrangers. Cette humiliation serait due au fait que la délégation européenne aurait refusé catégoriquement de reconnaître la légitimité du gouvernement Haftar, gouvernement soutenu par le Kremlin, qui a tout intérêt à participer à la guerre hybride russe contre l'Europe en envoyant des migrants. Le maréchal Haftar a fait aussi pression pour que l'UE reconnaisse l'accord entre la Turquie et la Libye sur les frontières maritimes. Un accord qui viole la souveraineté maritime de la Grèce sur certains territoires, ce qui est incompatible avec le droit européen. Depuis début 2025, ce sont 7300 migrants qui sont arrivés sur les îles de Gavdos et de Crète, dépassant largement les 4935 de 2024. La Commission européenne dit être en contact étroit avec les autorités grecques et est prête à soutenir la Grèce matériellement et financièrement. Le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies s'inquiète d'une telle mesure en rappelant que le droit d'asile était un droit fondamental et que le droit international interdit le refoulement. Les ONG redoutent que les personnes renvoyées dans leur pays d'origine ne soient mises en danger par une telle décision. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Ukraine, reprise des livraisons d'armes américaines et conférence pour la reconstruction à Rome. Alors que la semaine dernière, je vous annonçais la suspension de livraison d'armes à l'Ukraine par les États-Unis, notamment les armes nécessaires pour sa défense antiaérienne, Donald Trump a fait volte-face lors de sa conférence de presse en amont de son dîner avec Benjamin Netanyahou lundi 7 juillet. Déjà vendredi, Donald Trump se plaignait de Vladimir Poutine qui réaffirme ses revendications maximalistes en demandant la souveraineté sur les 4 régions partiellement occupées par les forces russes, la démilitarisation de l'Ukraine et l'impossibilité pour elle de rentrer dans l'OTAN. Visiblement touché par la multiplication des attaques russes et par la discussion qu'il a pu avoir vendredi avec Volodymyr Zelensky, il a promis de reprendre la livraison d'armes à l'Ukraine. Il semble que la décision ait été prise par le sous-secrétaire à la Défense, Elbridge Colby, sans aucune concertation au sein de l'administration, sans même en informer le président américain. Jeudi 10 et vendredi 11 juillet, la ville de Rome accueillait de nombreuses délégations pour organiser la 4e conférence sur la reconstruction de l'Ukraine. 15 chefs d'État et de gouvernement, 40 ministres des Affaires étrangères, environ 2000 représentants d'entreprises, 40 organisations internationales et 1000 représentants de la société civile et des collectivités territoriales. Les participants se sont accordés sur la création d'un fonds spécial européen pour le redressement de l'Ukraine avec un capital initial de 220 millions d'euros
qui passera à 500 millions d'euros en 2026 et devra atteindre à terme les 10 milliards d'euros. Ce sont plus de 200 accords qui ont été passés dans différents domaines, dans la défense, le soutien à l'export, la santé, la réinsertion des personnes déplacées, pour une valeur de 10 milliards d'euros. L'Union européenne a signé un mémorandum avec des compagnies d'assurance pour faciliter les investissements en Ukraine en offrant une protection contre les risques de guerre. L'Union européenne promet de son côté 2,3 milliards d'euros avec 1,8 milliard d'euros de garantie de prêts et plus de 500 millions d'euros de dons. Royaume-Uni, une visite d'État d'Emmanuel Macron qui débouche sur des accords sur l'immigration et la défense. Du mardi 8 au jeudi 10 juillet, Emmanuel Macron se rendait en Angleterre pour sa première visite d'État au Royaume-Uni. C'est la première visite d'État française depuis Nicolas Sarkozy, qui avait signé les accords de Lancaster House en 2010 avec le Premier ministre d'alors, David Cameron, pour la mise en place d'une coopération militaire plus étroite avec la création d'une force expéditionnaire conjointe. Aussi, c'est la première visite d'État française depuis le Brexit. Une visite d'État qui a débuté à Windsor, où le président de la République a été reçu par le roi Charles III, avant de se rendre à l'abbaye de Westminster et de déposer des gerbes devant les statues de Winston Churchill, en face de Big Ben, et de Charles de Gaulle à Carlton Gardens. Au programme de ces 3 jours, il y avait l'environnement, la culture, l'IA, l'immigration et la défense. Jeudi 10 juillet, Emmanuel Macron et Keir Starmer ont fait 2 annonces choc. Un accord 1 pour 1 sur l'immigration et une coordination de la dissuasion nucléaire. Sur l'immigration, l'accord 1 pour 1 signifie que pour un migrant venu illégalement au Royaume-Uni renvoyé vers la France, le Royaume-Uni récupérera un migrant qui a suivi les voies légales. Cet individu ne devra pas avoir déjà tenté sa chance via les small boats par la Manche. La priorité sera donnée à ceux qui auront déjà de la famille au Royaume-Uni et qui maîtrisent déjà l'anglais suffisamment. L'accord ne donne pas de chiffres précis, mais les experts estiment que cela devrait concerner 2600 personnes par an de chaque côté. Un accord qui va certainement pousser au durcissement de la doctrine des forces de l'ordre en France, qui auront l'obligation, désormais, d'arrêter les embarcations à 300 mètres des côtes françaises. Un accord qualifié de déshumanisant et dangereux par les ONG d'aide aux migrants françaises. L'Italie, la Grèce et Chypre ont fait part de leurs inquiétudes à la Commission européenne sur cet accord. Les 3 pays craignent que la France renvoie les migrants vers les pays d'entrée de l'UE. La Commission doit de toute façon vérifier la compatibilité de l'accord avec les traités européens. Côté défense, la France et le Royaume-Uni ont convenu de la création d'un groupe de supervision nucléaire. Les 2 pays vont coordonner leur dissuasion nucléaire pour assurer la protection du continent contre toute menace extrême. Un accord conçu pour renforcer la protection du continent contre la menace russe. Les 2 armées se coordonneront pour assurer la sécurité du continent et pourraient ainsi compenser l'éventualité du retrait du parapluie nucléaire américain. La visite s'est terminée par un visio avec la coalition des volontaires, avec une présence américaine assez importante, avec l'envoyé spécial pour l'Ukraine, le général Keith Kellogg, et les sénateurs Lindsey Graham et Richard Blumenthal, tous les 2 venus parler de leur proposition de sanctions massives contre la Russie qu'ils proposeront au Sénat américain dans les prochaines semaines. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 28e semaine européenne de 2025. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music. Et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like.
Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast. Le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.